Bonjour tout le monde. Nous abordons dans ce chapitre dynamique des fluides parfaits l'étude des fluides en mouvement en tenant compte des forces. Ce cours de dynamique des fluides parfaits est divisé en deux parties et l'objectif est de vous faire comprendre dans la première partie la relation fondamentale de la dynamique des fluides et l'équation de l'air. Et à la deuxième partie, vous devez être capable d'appliquer la relation de Bernoulli. La dynamique des fluides est l'étude des fluides en mouvement en tenant compte des forces. Et en d'autres termes, la dynamique des fluides relie l'écoulement d'un fluide aux actions qui lui sont appliquées. Et lorsque le fluide est en mouvement, la pression en tout point du fluide est dépendante de l'altitude et de la masse volumique du fluide. Mais la pression aussi est dépendante de la vitesse du fluide. Et l'écoulement des fluides parfaits ou fluides théoriques ou bien encore fluide idéal est caractérisé par l'absence de force de frottement ou bien force de viscosité. Au sein d'un fluide parfait, on distingue deux types de forces. Les forces dont l'origine est extérieure au fluide ou forces à distance, comme la pesanteur par exemple, ou bien les forces électromagnétiques. Les forces de contact entre particules de fluide que l'on appelle aussi forces internes. Nous appelons forces extérieures les actions à distance qui agissent sur toutes les molécules de fluide, de sorte qu'elles sont proportionnelles au volume de fluide considéré. Pour une particule de fluide de volume d'étau, élément de volume d'étau, la force extérieure se met sous la forme dFx égale la force volumique extérieure multipliée par d'étau. Et la quantité force volumique extérieure s'appelle ceci, Fvx, s'appelle force volumique extérieure. Par exemple, dans le champ de la pesanteur, nous avons dFx égale la dmg, dm multiplié par g, encore égal à ρg, d'étau, l'élément de volume, d'où la force volumique extérieure est égale à ρ multiplié par g. Dans le champ électromagnétique, la force extérieure est égale à ρe multiplié par E plus V vectoriel B. Si la masse dm de fluide subit une force d'inertie, df extérieur est égal à moins dm multiplié par l'accélération d'entraînement moins 2 dm oméga vectoriel v. Oméga étant le vecteur vitesse instantanée de rotation. D'où la force volumique extérieure est égale à moins ρ multiplié par accélération d'entraînement moins 2 dm oméga vectoriel v. Dans un fluide parfait, les forces internes sont normales à la surface sur laquelle elles s'exercent. Elles se résument aux forces de pression. Et dans un fluide au repos, une particule de fluide est soumise de la part du fluide environnant à des actions dites internes au fluide. On admettra que ces forces sont proportionnelles à la surface sur laquelle elles s'exercent et ces forces sont orientées perpendiculairement à la surface sur laquelle elles s'exercent et le coefficient de proportionnalité s'appelle la pression et mathématiquement on écrira df int est égal à moins p au point m multiplié par ds l'élément de surface ds le vecteur élément de surface ds extérieur. ds extérieur représente le vecteur élément de surface dirigé vers l'extérieur, ici coloré en rouge, dirigé vers l'extérieur de la particule de fluide, et df int, la force intérieure,
est dirigé vers l'intérieur, puisque nous avons ici le signe négatif, c'est-à-dire contraire au sens de l'élément de surface qui est dirigé vers l'extérieur. Une question se pose. Est-ce que la force de pression sur une particule de fluide a une relation avec le volume du fluide? Montrons alors que la résultante des forces de pression sur une particule de fluide peut s'exprimer à l'aide d'une force volumique. Et dans un fluide, isolons alors un volume V à l'intérieur d'une surface affirmée S et calculons la résultante des forces de pression qu'exerce le fluide extérieur sur ce volume. En un point M de la surface grand S, la force de pression vaut grand F, c'est-à-dire le vecteur force est égal à l'intégrale double de moins P multiplié par ds. Et lorsqu'on fait la projection suivant l'axe OX, nous avons Fx égale intégrale double de moins P Ux multiplié par ds. Ux étant le vecteur unitaire suivant OX et ds est toujours le vecteur surface, élément de surface. Le théorème de Green-Ostrogradsky au point M du volume V donne Fx égale à intégrale triple de moins divergence de P Ux dτ, qui est encore égal à l'intégrale triple de moins d rond P sur d rond X dτ. Par analogie, suivant OY et OX, nous avons grand F égale à l'intégrale triple de moins d rond P sur d rond X multiplié par le vecteur unitaire UX plus d rond P sur d rond Y multiplié par le vecteur unitaire UY plus d rond P sur d rond Z multiplié par le vecteur unitaire UZ multiplié par dτ, élément de volume dτ, qui est encore égal à l'intégrale triple de moins gradient de P dτ. On remarque bien ici que cette expression-là, d rond P sur d rond X suivant UX plus d rond P sur d rond Y UY plus d rond P sur d rond Z UZ est égal à gradient de P. Nous pouvons donc définir une force volumique de pression FVP associée à la résultante des forces de pression qui est égale à FVP égale à moins gradient de P. Et la relation fondamentale de la dynamique des fluides s'écrit alors FVx moins gradient de P égale à ρ multiplié par l'accélération, vecteur accélération. Nous avons pu définir la relation fondamentale de la dynamique des fluides, c'est-à-dire force volumique extérieure moins gradient de P égale à ρ multiplié par le vecteur accélération. Et en utilisant la dérivée particulière de la vitesse, nous obtenons l'équation de l'air, c'est-à-dire la force volumique extérieure moins gradient de P égale à ρ multiplié par d rond V sur d rond T plus V, gradient de V. Cette expression-là s'appelle dérivée particulière. Écoute bien, dérivée particulière du vecteur vitesse par rapport au temps, qui nous donne d rond V sur d rond T plus V, vecteur vitesse V, gradient de vecteur vitesse V. Et cette dernière équation-là s'appelle équation de l'air. Et si la force dérive d'un potentiel scalaire U, nous pouvons écrire force volumique extérieure égale moins gradient de U. Et si le fluide se trouve dans le champ de la pesanteur, nous écrivons U égale ρ G multiplié par Z, l'altitude Z. D'après la relation fondamentale de la dynamique des fluides,
nous avons force volumique extérieure moins gradient de P égale ρ multiplié par vecteur A, accélération A. Et dans le champ de la pesanteur, la relation fondamentale devient, puisque la force dérive d'un potentiel scalaire U, c'est-à-dire F égale la force volumique extérieure égale moins gradient de U, nous pouvons écrire moins gradient de U moins gradient de P égale à ρ multiplié par A. On met en facteur l'opérateur nabla, l'opérateur gradient. Nous avons moins 1 sur ρ et moins 1 sur ρ gradient de U plus P égale à vecteur A. Et on améliore encore l'écriture et nous avons moins 1 sur ρ gradient de P star égale à vecteur accélération. Et P star s'appelle pression dynamique et P s'appelle pression statique. Et si le fluide évolue indépendamment du temps, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0, et l'équation de l'air devient force volumique extérieure moins gradient de P égale à ρ multiplié par V gradient de V. Et si l'accélération est nulle, on retrouve la relation fondamentale de la statique des fluides, c'est-à-dire force volumique extérieure moins gradient de P égale à un vecteur nul. Et comme nous avons énoncé dès le début de ce chapitre que la deuxième partie du cours consiste au théorème de Bernoulli et de son application, le théorème de Bernoulli est énoncé en premier par Daniel Bernoulli. C'est une équation intégrale de l'équation de l'air qui exprime la conservation de l'énergie. Et Daniel Bernoulli, c'est un physicien, mathématicien, médecin et aussi philosophe qui a vécu dans les années 1700 jusqu'en 1782. Le théorème de Bernoulli, dans sa formulation classique, ne s'applique qu'aux écoulements stationnaires, incompressibles et sans viscosité. On a donc fluide parfait. Les champs de vitesse et de pression vérifient l'équation de l'air. Et on a aussi écoulement permanent, c'est-à-dire des rangs V sur des rangs T est égal à 0. Les trajectoires s'identifient aux lignes de courant. Et écoulement incompressible le long d'une trajectoire, c'est-à-dire le long d'une trajectoire, ρ reste constant. Ρ, la masse volumique, reste constante. De plus, nous supposerons que les forces volumiques extérieures dérivent d'une énergie potentielle, c'est-à-dire force volumique extérieure est égale à moins gradient de l'énergie potentielle EP. Et si on se trouve dans le champ de pesanteur, nous écrivons énergie potentielle est égale à ρ multiplié par G multiplié par Z. L'équation de l'air devient ρ multiplié par V scalaire nabla multiplié par V est égal à force volumique extérieure moins gradient de P. Et le terme convectif peut aussi s'écrire V scalaire nabla multiplié par vecteur vitesse V est égal à gradient de V carré sur 2 plus rotationnel de V vectoriel V. D'où l'équation ρ rotationnel de V vectoriel V est égal à moins gradient de P moins gradient de EP, énergie potentielle, moins ρ nabla de gradient de vecteur vitesse carré sur 2. L'intégration entre deux points A et B d'une même ligne de courant nous donne intégrale de AB de ρ rotationnel de V, rotationnel de V, vectoriel V, scalaire dl est égal à moins intégrale de A à B de gradient de P, gradient de la pression, plus gradient de l'énergie potentielle, plus ρ, gradient du carré du vecteur vitesse, multiplié par dl. Et lorsqu'on fait l'intégrale,
entre les bornes A et B, nous avons dans le champ de la pesanteur, lorsqu'on se trouve dans le champ de pesanteur, nous avons PA plus rho VA carré sur 2 plus rho GZA qui est égal à PB plus rho VB carré sur 2 plus rho GZB égale à une constante. En utilisant la conservation de l'énergie, énergie due à la position de la particule de fluide de volume V, dans le champ de la pesanteur, en appelant Z la cote de la particule, nous écrivons EP, énergie potentielle est égale à mgz, égale à oméga par multiplié par V multiplié par Z. Et la même particule est aussi soumise à la pression P. Elle possède donc une énergie potentielle de pression qui est égale à EP, P multiplié par V, volume V. Et la particule est soumise à une vitesse de déplacement V. L'énergie cinétique est égale à 1 demi de rho multiplié par V multiplié par la vitesse au carré. Alors l'énergie totale est égale à EP plus EC, énergie potentielle, potentielle de pression plus énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur, de la pesanteur est égal à PV plus 1 demi de rho V multiplié par V carré plus rho VGZ. La conservation de l'énergie nous donne alors PA V plus 1 demi de rho V VA carré plus rho V GZA est égal à PB V plus 1 demi de rho V VB carré plus rho V GZB égale à une constante. Cette conservation de l'énergie entre deux points A et B, suivant une même ligne de courant, est égal à PAV plus 1 demi de rho V VA carré plus rho V GZA égale à PB V plus 1 demi de rho V VB carré plus rho V GZB égale à une constante. Et lorsqu'on fait la simplification par V, le théorème de Bernoulli, nous avons PA plus 1 demi de rho VA carré plus rho GZA égale à PB plus 1 demi de rho VB carré plus rho ZB égale à une constante. Nous allons maintenant voir le second théorème de Bernoulli. C'est le cas de l'écoulement irrotationnel en régime transitoire qui donne le second théorème de Bernoulli, c'est-à-dire irrotationnel, c'est-à-dire rotationnel de V est égal à un vecteur nul, alors V dérive d'un potentiel scalaire phi, V égale gradient de phi. Et encore, nous avons des rangs V sur des rangs T différents de 0. Et avant de démontrer le second théorème de Bernoulli, rappelons d'abord que l'équation de l'air s'écrit force volumique extérieure moins gradient de P égale à ρ multiplié par la dérivation particulière du vecteur vitesse, c'est-à-dire d rang V sur d rang T plus V gradient de V. La force volumique extérieure moins gradient de P est égale à moins d rang V sur d rang T plus V gradient de V, c'est-à-dire l'équation de l'air encore V gradient de V scalaire nabla multiplié par le vecteur vitesse V est égal à gradient de V carré sur 2 plus rotationnel de V vectoriel V. Et or, le fluide est irrotationnel, c'est-à-dire rotationnel de V égale à un vecteur nul, et V scalaire nabla V égale alors à gradient de V carré sur 2. Nous avons alors
force volumique extérieure moins gradient de P égale à ρ multiplié par d rond V sur d rond T plus gradient du vecteur vitesse carré sur 2. Or, V égale gradient de phi. La force volumique extérieure moins gradient de P égale ρ multiplié par d rond gradient de phi sur d rond T plus gradient de V carré sur 2. La force volumique extérieure est égale à moins gradient de EP. Nous écrivons alors gradient de d rond phi sur d rond T plus P sur ρ plus V carré sur 2 plus EP sur ρ égale à un vecteur nul. Vous devez mettre ici un vecteur nul. Et dans le champ de pesanteur, nous avons EP est égal à ρ GZ. Gradient de d rond phi sur d rond T plus P sur ρ plus V carré sur 2 plus chez Z est égal à un vecteur nul. Et lorsqu'on divise par rapport à G, nous avons gradient de 1 sur G d rond phi sur d rond T plus P sur ρ G plus V carré sur 2G plus Z est égal à un vecteur nul. Ou encore, lorsqu'on fait l'intégration, nous avons 1 sur G d rond phi sur d rond T plus P sur ρ G plus V carré sur 2G plus Z égale à une fonction K en fonction de temps. C'est le second théorème de Bernoulli. L'intérêt du second théorème de Bernoulli est de calculer la fonction potentielle dans une évolution transitoire. Le théorème de Bernoulli, dans sa formulation classique, ne s'applique qu'aux écoulements stationnaires, incompressibles et sans viscosité. Nous allons maintenant faire quelques applications du théorème de Bernoulli. La première application est la formule de Torricelli. La formule de Torricelli relie le débit d'écoulement avec la hauteur du liquide. Et connaissant le débit d'écoulement et la hauteur du liquide, nous pouvons ensuite déduire le temps de vidange d'un réservoir. Considérons alors un réservoir cylindrique rempli d'un liquide. La section grand S du cylindre est très grande devant la section petit s de l'orifice, c'est-à-dire l'eau ou bien le fluide vont sortir de l'orifice grand B. Le liquide est incompressible et parfait. Et l'écoulement est en régime stationnaire. Et le but est donc de déterminer le temps de vidange de ce réservoir. La vitesse d'écoulement à la sortie de la section petit s est égale à Vb. Nous allons noter donc par Vb la vitesse à la sortie, la vitesse du fluide à la sortie de l'écoulement, à la sortie de la section petit s, c'est-à-dire au point B. Le théorème de Bernoulli sur une ligne de courant A jusqu'à B s'écrit alors
pression atmosphérique, c'est-à-dire PA, pression au point A, plus ρg, multiplié par la hauteur H, plus 1 demi de ρ, VA carré, encore égal à PA, plus 1 demi de ρ, VB carré. Si on prend que le point B est la référence, c'est-à-dire le niveau 0, alors ρgh au point B est égal à 0. Et pour un liquide incompressible, la conservation du débit s'écrit VA multiplié par grand S, c'est-à-dire la vitesse au point A du fluide au point A multiplié par la section grand S, est égal à VB, la vitesse à la sortie du point B multiplié par petit s. Or, grand S, c'est-à-dire la section grand S, très grande devant la section petit s, nous écrivons VA très petite devant VB. Alors, VB est égal à racine carrée de 2G multiplié par la hauteur qui varie en fonction du temps. Et cette dernière formule s'appelle la formule de Torricelli. Le débit volumique d'écoulement s'écrit QV est égal à la section multipliée par VB. Et VB est égal à la racine de 2G multiplié par H de T. QV, le débit volumique, est égal alors à la section petit s multiplié par racine carrée de 2G multiplié par H en fonction du temps. Et on sait que la hauteur du liquide à l'intérieur du réservoir diminue en fonction du temps. Alors, nous pouvons écrire VA de T, c'est-à-dire la vitesse au point A du liquide, est égale à moins dH sur dt, encore égal à QV sur grand S, et encore égal à petit s, puisque QV est égal à petit s multiplié par VB. Nous pouvons écrire encore petit s sur grand S, racine de 2G multiplié par H de T. Et en séparant les variables hauteur et et temps, c'est-à-dire on sépare les variables h, petit h et t, nous avons moins grand S sur petit s racine 2G, h à la puissance moins 1 demi multiplié par dh est égal à dt. En faisant une intégration entre les bornes A et B, non, entre les bornes A et B, c'est-à-dire H entre H0 et H0 et H0, et aussi entre 0 et temps, le temps t, nous pouvons écrire grand S sur S racine 2G 2 racine de H0 égale à au temps t, grand T. Le temps de vidange est égal alors à grand S sur petit s racine carrée de 2H0 sur G. Étudions encore une autre application du théorème de Bernoulli. C'est l'écoulement dans une tube de section grand S variable. L'écoulement d'un fluide en écoulement incompressible et permanent s'accompagne d'une dépression là où il y a rétrécissement. Ici, il y a un rétrécissement donc au point grand B, et on assiste donc à un effet appelé effet Venturi. D'après le théorème de Bernoulli, nous écrivons 1 demi de ρ VA carré plus PA égale 1 demi de ρ VB carré plus PB égale à une constante. Et la conservation de débit s'écrit VAS, VA, la vitesse au point A, multipliée par la section de la conduite au point grand S,
est égale à la vitesse au point B multipliée par la section de la conduite au point petit s. Et la conservation du débit impose une augmentation de vitesse au niveau de l'étranglement au point B et la relation de Bernoulli impose alors une dépression au même niveau. Et nous pouvons alors déterminer la pression sur la section rétrécie ici. Cet effet Venturi peut être mis à profit pour les applications suivantes, la mesure de débit ou bien de vitesse de fluide, le principe de trompe à eau monté sur les robinets des paillasses de chimie. Voici par exemple le trompe à eau. Vous voyez un robinet et on introduit l'eau du robinet et au niveau de l'étranglement ici, c'est-à-dire là où il y a rétrécissement, il y a une dépression et l'air de l'extérieur ici vont être ensuite aspirés par cette dépression-là et on peut ainsi créer une vide à l'extérieur lorsque ce système-là va aspirer l'air de l'extérieur. Il y a ici donc on assiste à un rétrécissement ici et le dépression va créer une aspiration de l'air extérieur et peut créer aussi une vide dans une enceinte ou dans un bocal. On peut faire aussi une touchette Venturi produisant une économie d'eau. Et on peut améliorer aussi le tirage d'une cheminée, le principe de carburateur dans les moteurs à combustion et le principe de vaporisateur. Ou bien on peut améliorer aussi le principe d'injection. Imaginons un écoulement parallèle non perturbé à la vitesse Vm à l'infini. Ici donc supposons que le point M se trouve à l'infini par rapport à cet obstacle-là, à cet objet-là. Et plaçons un obstacle dans cet écoulement. Les lignes de courant venant de l'infini amont de l'obstacle vont le contourner de chaque côté. Et intuitivement, on voit qu'il existe une ligne de courant s'arrêtant perpendiculairement sur l'obstacle en un point A de la vitesse de vitesse nulle. Le point A ici se trouve face à l'écoulement et un tel point est appelé point d'arrêt ou point de stagnation de l'écoulement. Et notons que la différence d'altitude entre A et B est quasiment nulle par rapport à la distance entre le point M et le point grand A. Loin de l'obstacle, l'écoulement est supposé uniforme de vitesse Vm et de pression Pm. Si nous appliquons le théorème de Bernoulli entre le point grand A et le point grand M infiniment éloigné de l'obstacle, nous obtenons Pm plus 1 demi de rho Vm carré égale à Pa plus 1 demi de rho Va carré. Or, Va est égal à 0, puisqu'on appelle le point A s'appelle point d'arrêt. Va égale à 0. Alors, Pm plus 1 demi de rho Vm carré est égal à Pa. Imaginons alors ensuite qu'on pratique dans l'obstacle un orifice de prise de pression en A ici et en B.
Et notons qu'il n'y a pas d'écoulement dans l'orifice. Le fluide ne pénètre pas dans l'orifice, mais c'est juste une prise de pression. L'orifice en A permet d'enregistrer la pression au point d'arrêt A et l'orifice grand B permet d'enregistrer la pression au point grand B. C'est le principe de ce qu'on appelle tube de Pitot. Une tube de Pitot qui permet de mesurer la vitesse des fluides en écoulement. Pitot est un physicien français qui a vécu dans les années 1730. Et Pitot, il savait que en B, la pression vaut Pm car les lois de l'hydrostatique s'appliquent dans une direction perpendiculaire à un écoulement parallèle permanent et incompressible. Alors, la vitesse Vm située à une distance très loin du point d'arrêt grand A s'écrit alors Vm égale racine carrée de 2 Pa moins Pb sur ρ, encore égale la racine de 2 delta P sur ρ. Et un écoulement, un capteur de pression relié aux deux points A et B permet ainsi de déterminer la vitesse Vm. Et l'écoulement imaginé par Pitot reste la base de la construction aéronautique. Et ainsi se termine donc le cours de dynamique des fluides parfaits. Je vous propose de faire les exercices, mais si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'envoyer des questions à mon adresse email manzakamanan@yahoo.fr.